Quels sont les effets, selon vous, d'un changement profond de cap dans les organisations, tel que le New Public Management a apporté dans la fonction publique, sur la santé mentale des agents et leur comportement? Alors là aussi, il peut amener plusieurs choses. C'est-à-dire que le fait d'aller voir ce qui se passe dans le privé, le fait de mettre plus d'indicateurs de performance, d'aller vers une rémunération à la performance, peut-être peut inciter à aller chercher quelque chose qui n'est pas bon dans le privé, qui est une culture de la compétition. À l'inverse d'une culture de la coopération, dont on aura de plus en plus besoin aujourd'hui à l'échelle où il faut coopérer sur le territoire et à l'aune où l'IA, et on en parlera, va arriver, va fragiliser encore plus ce lien social. Donc ça, je dirais que c'est en tout cas l'hypothèse négative la plus forte, selon moi. D'un autre côté, il peut aussi amener les organisations publiques à aller chercher des leviers de plus d'autonomie, de plus de transparence, de plus de responsabilisation dont on a besoin. Individuellement, je reviens à ce sentiment de contrôle, j'ai besoin à un moment qu'on me dise, en fait, l'objectif c'est celui-là, t'as pas la main sur l'objectif, par contre, propose des moyens de l'atteindre. Décide de comment tu veux organiser le Tu as travail. la main sur la façon de faire. Sur la façon de faire. Donc les implémenteurs, ce que me disait Henri Bergeron à Sciences Po, voilà, on parle beaucoup des decision makers, mais pas assez des implémenteurs qui eux prennent un tas de décisions. Qui eux devraient prendre un tas de décisions. Si on se prive de cette autonomie laissée aux agents, on va avoir deux risques majeurs. Le premier, c'est une diminution de la motivation, puisqu'ils ne se sentent pas en contrôle. Donc en fait, aller atteindre un objectif dont on m'a non seulement dit l'objectif, mais la façon de le faire en réalité. Mais pourquoi demain c'est pas une IA qui va le faire. L'autre chose, c'est que les directions qui font ça se privent surtout des remontées d'informations du terrain. Parce qu'en réalité, moi, quand je suis directeur généraux des services, j'ai plein de compétences, mais j'ai pas celle de savoir comment ça se passe dans tous mes services sur le terrain. Forcément. À la limite, j'y étais peut-être il y a 10 ans, mais aujourd'hui, j'en suis bien surtout loin. Dans les grandes, surtout dans les grandes collectivités, grandes organisations. Et donc, décider à la place d'eux, sur 100% du champ de décision, c'est, je dirais, quasiment à coup sûr, me planter. Et donc, il faut créer des canaux de remontée d'informations, d'une part laisser la main aux agents pour décider d'un certain nombre de choses, pas de tout, mais décider d'un certain nombre de choses et décider lesquelles. Là-dessus, leur laisser la main, laisser un cadre et se dire que lorsqu'ils expérimentent, lorsqu'ils testent, lorsqu'ils décident par eux-mêmes, surtout qu'ils aient les leviers pour faire remonter tous les freins qu'eux vont observer sur le terrain. Et qu'on les écoute. Et qu'on les écoute, il faut que l'information remonte et ensuite faut que ça aille dans les deux, faut que ça aille dans les deux sens. Ouais. Avez-vous l'impression que justement la bonne santé mentale des agents publics est suffisamment prise en compte par le biais de divers outils dans les politiques des ressources humaines, et êtes-vous intervenu en ce sens dans les organisations publiques? Alors j'ai un regard naturellement biaisé puisqu'on fait appel à nous sur ce sujet-là, donc est-ce qu'elles le sont suffisamment? Je ne saurais pas dire, probablement pas. Sinon on ferait pas appel à vous. Sinon on ferait pas ce métier-là. Maintenant, je trouve qu'elles le sont de plus en plus, et je trouve qu'elles le sont paradoxalement pour de bonnes raisons. Alors, il y a des mauvaises et des bonnes. La mauvaise raison, c'est qu'on a vu une diminution de l'engagement, on voit une augmentation de l'absentéisme, une augmentation des arrêts, et donc ça veut dire que en fait la santé mentale... Les indicateurs classiques dont vous parliez. La santé mentale se dégrade, et donc en réaction, des collectivités se disent les agents vont pas bien, ça bouscule l'organisation, il faut agir. Donc on arrive trop tard, mais entre guillemets on arrive. L'autre élément que je trouve beaucoup plus positif parce que structurel, c'est qu'on voit de plus en plus de directions et même de managers, d'encadrants, qui se disent en fait, je veux agir parce que je vois que ça commence à dégrader la performance de mon organisation. Et que en fait, à force d'accélérer, à force de tout vouloir faire plus vite, à force de vouloir faire plus, on atteint un effet plateau et on n'y arrive plus. Et vous avez beau mettre plus de technologie, mettre plus de vitesse, mettre plus de pression, en réalité, c'est pas possible. Et là où je trouve ça intéressant et plus structurel, c'est que du coup, on passe d'un sujet qualité de vie au travail RH à un sujet de performance et donc d'organisation du travail. Et que, heureusement ou malheureusement, en tout cas, bien souvent, le moment où c'est le DGS qui dit « Ok, je veux que ce soit pris », et pas uniquement parce que le DRH lui a dit « Il y a un problème de santé mentale », les choses avancent. Je dis pas qu'elles avancent pas quand c'est le DRH qui s'en empare, mais en tout cas, quand on a le binôme DRH-DGS convaincu qu'il faut agir,
il y a parfois plus de moyens qui sont mis et les choses vont plus vite. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant de se dire que demain, ça doit devenir quelque chose de structurel dans l'organisation du travail. Quand on dit performance là, donc des agents, de la collectivité, c'est quoi? C'est les services publics, la qualité qui se dégrade? Enfin, c'est des choses comme ça, très concrètes. C'est l'équipe qui n'arrive plus à faire ce qu'elles veulent faire. Ouais. Nous, on a de plus en plus de managers qui nous disent, en fait, je n'ai plus la bande passante. Je ne peux plus faire ce pourquoi j'ai été recruté. Je vois ma to-do list de la semaine et en réalité, je n'arrive pas. Je suis en mode pompier, j'éteins des incendies, je suis disponible pour tout le monde, mais en réalité, les tâches de fond, les sujets stratégiques, je n'arrive plus à les prendre. Et donc, ils vont être faits parce que le copil qui est dans un mois, il va être animé, mais il va être mal pensé, on n'aura pas pris le recul nécessaire et donc à la fin des fins, ce sont des décisions pour le service public qui sont pas forcément les bonnes. Quand je parle de performance, c'est ça dont je parle, c'est pas d'une performance économique. Oui, bien sûr. Dans le champ du service public, c'est bien d'une performance durable et c'est d'un service public qui fonctionne. Oui, donc à la fin, c'est les usagers qui en pâtissent, forcément. Hein. Je sais pas, il y a moins. Alors on a beaucoup parlé des bus, la fréquence des bus en Île-de-France où il y a moins de bus parce qu'on n'arrive pas à recruter, etc. La motivation et le recrutement. Est-ce que vous êtes intervenu pour dire le service public a de plus en plus de mal à recruter. Il y a vraiment des métiers en tension, y compris les DGS d'ailleurs. Donc, est-ce que là aussi, alors là, c'est pas la motivation des gens qui sont à l'intérieur, c'est quel discours on a en termes de motivation sur les gens à l'extérieur. Est-ce que là aussi, il y a des choses à faire? Est-ce que vous intervenez? Là où c'est très lié, c'est qu'il va y avoir d'une part toute la question. Alors déjà, il y a la rétention. Comment je fais pour les garder, ceux qui sont là? Et donc là, on revient sur la motivation. L'autre chose, c'est la cooptation, entre guillemets. C'est que demain, j'ai un copain qui travaille dans les transports et qui me dit que c'est génial. Je vais plus facilement candidater. Forcément. Et le troisième niveau, c'est tout le sujet de la marque employeur. Oui. Et donc, c'est comment l'organisation, et donc là, c'est plutôt avec un travail communication et RH, comment elle met en lumière justement le fait que le travail est pensé comme étant souhaitable dans l'organisation et qu'il tient compte des besoins des agents. On travaille avec une organisation dans le public, dans le cadre de la santé, où ils font un travail assez formidable et que je vois comme étant sincère, à la fois en interne, pour expérimenter des modes d'organisation autour de la semaine en 4 jours, pour expérimenter des modes de management qui laissent plus d'autonomie aux agents, et ensuite pour les mettre en lumière à l'extérieur. Ce qui fait, c'est un travail long, mais ce qui fait que le jour où moi je suis candidat, où je suis chômeur, où je suis dans une autre collectivité, et je vois l'annonce tomber, en fait, j'ai plutôt une image positive de cette organisation. Oui, c'est ça, oui. Oui, encore une fois, on sait que la fonction publique, il y a des grilles, etc. Par contre, il y a des choses, des motivations nouvelles, par exemple, de pouvoir s'occuper de ses enfants à la sortie de l'école, que ce ne soit pas les nounous qui s'en occupent, ce qui veut dire, dans l'organisation, gérer l'organisation du point de vue du temps, pour que les jeunes parents qui sont de plus en plus, qui sont vraiment très impliqués maintenant pour les histoires d'écran, etc., pour que cette organisation puisse répondre à ce souci. Et éviter ce qu'on voit beaucoup, qu'en fait, j'ai pas le choix, je vais chercher mes enfants, donc j'y vais. Par contre, je vais me reconnecter à 21h, une fois qu'ils sont couchés, pour faire le travail que j'ai pas eu le temps de faire dans la journée. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Ah oui. Donc là aussi, il y a des évolutions à faire effectuer. On en revient sur cette question, effectivement, de l'effort, de la charge mentale, de la digitalisation du travail qui a accéléré une forme de travail en débordement. Comment le management dans les organisations publiques, la direction, le management, perçoit la psychodynamique du travail, la sociologie des organisations et les neurosciences? Est-ce que tout ça s'imbrique? Comment vous présentez les choses, vous? Comment vous travaillez? Je suis pas expert des deux premiers sujets. Ce que j'en observe dans les organisations, c'est que bien souvent, les neurosciences, les sciences cognitives vont arriver et apporter un regard nouveau sur les mêmes problématiques. On s'intéresse à la question de la coopération, ça fait longtemps qu'elle est traitée par la sociologie des organisations, par exemple, tout comme le rapport au temps. Donc, pour moi, on vise le même objectif, sauf qu'on va le faire avec des angles d'approche qui sont différents. Et les sciences cognitives amènent une notion d'explication des mécanismes biologiques qui vient rajouter, pour le coup, des éléments nouveaux qui vont permettre, d'une part, justement d'avoir ce degré parfois de finesse en plus, de subtilité comme vous l'évoquez, et ensuite, heureusement ou malheureusement, qui profite d'un argument d'autorité plus fort.
et qui font que certains, j'ai eu le cas avec des managers ou des dirigeants qui sont hyper connectés, pour qui l'hyperconnexion, bon, c'est comme ça fait partie du job. En fait, quand on leur explique ce qui se passe dans le cerveau, lorsqu'on soit un mail, quand on ouvre la boîte, quand on ouvre la boîte, tout d'un coup, on a une écoute un peu plus attentive. Et donc, on vise les mêmes fins, mais avec des approches qui sont complémentaires et qui ont tout intérêt à se nourrir. Et pour moi, il faut pas les opposer. On a eu des projets où on a travaillé avec des sociologues et des anthropologues, et en fait, on vient regarder le même objet qu'est l'humain au travail, avec une approche à 360, et c'est là où il y a le plus de richesse. Voilà, en fait, encore une fois, dans les sciences, là je parle des sciences en général, la multidisciplinarité est importante. C'est d'autant plus efficace peut-être. On se rend compte, je voyais des études dernièrement qui montrent que pour le coup, dans le champ scientifique, les études, les laboratoires qui font le plus de pluridisciplinarité sont ceux qui publient le mieux et qui ont les études les plus impactantes. Si on veut innover, mais ça pose la question de la retranscription de ça dans les organisations. Si on veut innover, il faut de la pluridisciplinarité. Et donc, il faut à un moment que l'équipe qui ne s'intéresse qu'aux espaces verts aille discuter avec l'équipe d'à côté, parce que c'est là où les idées nouvelles vont émerger. C'est en croisant toutes ces expertises qu'on crée vraiment de la richesse et de l'innovation. Donc, ça vaut pour les sciences, ça vaut pour les sciences humaines, ça vaut aussi dans le travail. Mais ça, on sait que c'est compliqué. Alors, dans les organisations publiques comme privées d'ailleurs, les silos, c'est toujours le cas. Vous les rencontrez toujours, j'imagine. On les rencontre toujours. J'étais dans une organisation privée où ils parlent de division. Ils sont des divisions. Le mot division, voilà. Oui, donc c'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. Il y a de plus en plus, on mentionnait la coopération, il y a de plus en plus d'organisations qui, dans leurs projets stratégiques, dans leurs projets d'entreprise, mettent la coopération en priorité. Pour autant, aujourd'hui, j'en vois encore assez peu qui l'évaluent et qui l'accompagnent vraiment. Oui, c'est ça. Il faut l'évaluer, il faut des indicateurs, faudrait pouvoir la mesurer dans le temps, etc., etc. On parlait de connexion, de digitalisation. Le philosophe allemand Hartmut Rosa, lui, estime qu'il faut ralentir. Vous-même, vous avez utilisé ce terme dans un post récent sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ralentir, et comment on fait passer le message alors que tout va de plus en plus vite? Comment on ralentit dans un monde où tout va plus vite? Encore une fois, j'en reviens au travail, c'est-à-dire que il peut y avoir une injonction. Vous parliez des enfants, des écrans, il y a aujourd'hui une injonction, et à raison de plus en plus forte, pour se déconnecter en dehors du travail, se déconnecter des écrans. En fait, ça, dans le travail, pour nous, on ne peut le faire que si on questionne le travail. Ce qui fait que je vais me connecter là et je vais laisser mes outils de communication ouverts, c'est parce que mon équipe sait pas où c'est pas où je suis, et s'il y a une urgence, il faut qu'ils puissent me joindre. À partir du moment où j'ai un agenda qui est partagé et qu'ils savent que je suis avec vous, en réalité, ils vont se débrouiller autrement. Il faut se poser la question de comment circulent les flux d'informations. On voit beaucoup d'équipes qui ne se sont jamais posé la question, assez simple, ça prend 1 heure de la traiter. On a aujourd'hui 10 canaux d'information. Je prends les mails, je prends Teams, je prends les visios, je prends les réunions, etc., WhatsApp. Oui, Quel canal on utilise pour quel usage? C'est simple, on prend un tableau, on prend 1 heure et puis on décide. Ça évitera d'avoir le mail qui arrive, j'ai pas répondu, j'ai un WhatsApp. Ça arrive dans tous les sens. Voilà. Se poser la question, qu'est-ce qu'une urgence dans l'équipe? Quel est le délai de réactivité qui est attendu sur notre job? Et on voit des équipes qui, quand on leur amène la question, se disent, nous, c'est une journée. J'étais dernièrement dans un SGAR qui s'est dit, nous, fonction RH, sur la formation, on considère que le délai attendu, c'est une journée. D'autres qui vont se dire, c'est 2 heures. Mais en fait, tant que c'est pas dit, les personnes vont partir du principe qu'il faut toujours répondre le plus vite possible. Que la norme et l'injonction, elle est vers la réactivité. De la même manière, se poser la question de ce qui est urgent versus important. Une matrice bien connue, la matrice d'Eisenhower. En fait, ces outils sont assez simples à mettre en place, encore faut-il une volonté de les mettre en place, et amener justement à se poser la question de comment on communique, sur quel sujet, avec quel délai on traite les tâches, et comment on organise ça dans l'équipe. Lorsqu'on fait ça, on pose les prérequis pour pouvoir ralentir. Parce qu'en réalité, je vais du coup avoir moins de pression à réagir le plus vite possible. En fait, les outils digitaux nous ont permis de faire ça. Et et là on en vient au mécanisme biologique, on a une attention qui est fragile.
Donc si j'ai un téléphone qui sonne là, je vais automatiquement regarder ce qui se passe sur mon écran parce que mon attention est câblée pour ça. C'est presque, enfin c'est instinctif. Ah oui, on parlait d'instinct. Ça vient là encore une fois de l'évolution, c'est-à-dire que lorsque on vivait encore dans la nature, il y a un bruit dans un feuillage derrière moi, je peux me faire bouffer. On se tourne. Donc j'ai tout intérêt à avoir mon attention qui va se déplacer le plus vite possible vers cette source-là. Et aujourd'hui, je regarde mon téléphone parce que j'entends la sonnerie. Mais c'est le même mécanisme sur des milliers d'années. Dont on a hérité et où la technologie est venue percuter, je dirais, ce fonctionnement naturel. L'autre chose, je mentionnais tout à l'heure, on a un besoin de nouveauté. Donc non seulement j'ai mon téléphone qui sonne, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il faut que j'aille voir cet élément-là. Et la dernière chose qui va rentrer en ligne de compte, c'est que je parlais tout à l'heure de sentiment d'efficacité. On adore compléter des tâches. Si vous utilisez une to-do list papier, par exemple, quand vous rayez la ligne, ce petit plaisir qu'on ressent en permanence. Même la liste des courses. La liste des courses, ça fait plaisir de cocher. Et ça, quand je prends ce phénomène-là et que je multiplie par la quantité de demandes que je reçois chaque jour, ça fait que, en fait, je vais tout faire pour compléter le plus de tâches le plus vite possible. Je suis en train de travailler sur le projet stratégique de la collectivité à 3 ans. Je suis DGS. Mon job, il est là. Ma valeur, elle doit être à cet endroit-là. Je dois être capable de m'allouer 2 heures sur ce sujet. Je réfléchis, à long terme. Voilà. Et pendant que je suis en train de faire ça, je reçois un mail d'un de mes collaborateurs qui me dit « Je retrouve plus ce dossier, est-ce que tu peux me l'envoyer ?» Ça me prend 3 secondes de le faire. Évidemment que mon cerveau, il va préférer faire ça. Je peux cocher la case. Plutôt que de travailler sur un projet stratégique à 3 ans dont je ne sais jamais si j'arriverai à cocher la case. Et donc ça, donc on a une attention qui est fragile, on a envie de nouveautés et on a envie de cocher des cases. Et si on prend tout ça dans un monde ultra technologique où j'ai de plus en plus d'infos et de demandes, ça fait que j'arrive plus à mettre ma valeur au bon endroit et ça fait que j'accélère de plus en plus. Surtout si je multiplie ça par le nombre d'individus dans la collectivité. Du coup, je suis plus jamais dans le temps long. Non, on l'est de moins en moins. Ou de moins en moins. On est de moins en moins. Moins en moins de personnes qui sont capables, notamment des postes de direction, mais pas que, de se poser 45 minutes, 1 heure sur un sujet. Et ça, on peut regagner ce temps-là ? On peut regagner ce temps-là. Alors, on sait qu'il y a des techniques, on sait que la méditation permet de mieux contrôler sa motivation. Je n'inviterai pas à aller que vers cette voie-là. J'en reviens à l'organisation du travail. C'est-à-dire à partir du moment où moi, manager, je dis, et surtout je répète, et je répète encore, que je n'attends pas de réponse immédiate, à partir du moment où je bannis le mot urgent de mon vocabulaire, à partir du moment où dès que j'envoie une demande, je précise non pas le niveau d'urgence, mais je précise pour quand je l'attends et de qui j'attends une réponse, alors mon équipe peut s'organiser pour ne pas avoir justement cette pression. Et ça coûte rien. Ça coûte rien. À la collectivité, là, on est en train de parler de... Alors, ça coûte quand même quelque chose qui est que c'est pas naturel et que ça va à l'inverse de normes qui ont été mises en place pendant des décennies. Et donc là-dessus, moi j'invite les collectivités à poser le sujet de manière collective et à expérimenter. À se dire, ok, on va prendre le sujet de la charge et du temps pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, on va tester, mais par contre, on va être assez ferme sur le fait qu'il faut tester ça. Et ce qui peut aller à contre-courant, c'est d'une certaine manière de remettre un cadre temporel. Les outils digitaux nous ont permis une flexibilité incroyable. Je peux être là et je peux être ailleurs, je peux bosser dans le couloir, je peux bosser dans l'ascenseur, je peux bosser de partout. Sauf que, pour moi, il faut presque faire un petit retour en arrière et remettre du cadre. Et se dire, alors c'est pas marrant, hein, mais je commence ma journée de 9h à 9h30, je lis mes mails et je ne fais que ça. Et à 9h30, je coupe mes mails. Je coupe mon téléphone. Voilà. Je coupe mon téléphone et pendant 1 heure, je ne vais faire que de la lecture de notes. Et puis après, pendant 1 heure, je vais aller sur le terrain et je ne vais faire que ça. Et comme ça, on arrivera à remettre un peu de valeur au temps long, au travail en profondeur et à vraiment ralentir. Est-ce qu'ils vous écoutent, les dirigeants, quand vous leur dites ça, vous les voyez tous les jours? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais non, c'est pas possible, on est toujours dans l'urgence. Alors d'abord, c'est quoi la réaction? Ils nous disent c'est pas le moment. Là, on est sous l'eau, donc ok, ça a l'air intéressant, mais c'est pas le moment. Ouais. Et ils sont pour la plupart assez convaincus, je dirais, de l'approche. Ensuite, ce qui est là où il y a un réel effet de bascule, c'est quand ils en font la preuve par eux-mêmes. Ouais. Lorsque j'ai une cadre qui me dit, qui revient de vacances, qui me dit, bon, bah, vous faites, mon mari vous remercie. C'est la première fois que j'ai coupé en 10 ans. Ça fait 10 ans que je n'avais pas laissé mon ordinateur au bureau avant de partir en vacances. Et en fait, ça a permis de casser la croyance limitante qu'elle avait, qui était que ça fait partie de son job. Et que si elle lit pas ses mails pendant ses vacances, d'une part, elle aura 300 mails à son retour, et d'autre part, il y aura des merdes.
pardon, mais il y aura des gros soucis. Et c'est en faisant l'expérience de ça qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est possible. Et que ça vient pas freiner la performance que de ralentir. Ouais. Mais ça, il faut à un moment en faire l'expérience. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à partir du moment où la direction se rend compte que c'est aussi un sujet de performance, elle va plus facilement se dire, ok, on va accepter l'art de perdre 2 jours pour en gagner derrière. Et on va prendre ce sujet et on va le traiter, on va se réunir, on va en discuter, on va mener des actions, on va expérimenter, parce que derrière, je pense que les services fonctionneront mieux. Mais la France n'est pas une société du test en général. Donc là, ça veut dire que il faut s'engager dans une autre démarche, et qu'en France, c'est pas naturel de tester les choses. Je ne sais pas si ça l'est plus ailleurs, mais en tout cas, moi, je vois de plus en plus d'organisations, je l'évoquais sur la semaine en 4 jours, qui disent, en fait, soyons agnostiques, essayons, on va regarder. Et puis on verra. On va regarder. Et ça, donc, ça commence à bouger. Ça commence à bouger un peu, d'autant plus notamment maintenant, sur ralentir. on arrive à avoir des indicateurs plus fins pour être capable de se dire, non pas ça marche ou ça marche pas, parce que ce sera jamais tout blanc ou tout noir, mais en fait, on se rend compte que ça marche là-dessus. On se rend compte que le passage à la semaine en 4 jours va permettre d'augmenter le sentiment de contrôle des agents. Par exemple, ça, on a été capable de le documenter. On se rend compte qu'il augmente l'équilibre pro-perso. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bien souvent, quand je fais ça, pour que ça fonctionne, je laisse la main aux équipes pour décider de comment elles vont se l'appliquer. Ah. Le moment où je dis, vous allez devoir faire en 4 jours ce que vous faisiez en 5, il va falloir qu'ils se posent la question de quelle tâche on modifie, quelle tâche on supprime, quelle tâche on délègue, et ça, c'est bien à l'équipe de le faire. Donc, pour moi, la semaine en 4 jours ou 2-4 jours, elle a ce sujet, ce levier d'intéressant qu'elle force la direction à dire à l'équipe, pensez par vous-même l'organisation du travail. Moi, je vous donne un nouveau cadre horaire. Maintenant, c'est à vous de penser comment vous allez vous organiser dans ce nouveau cadre. Les objectifs, ils n'ont pas bougé. Maintenant, vous devez le faire soit avec le même temps, mais sur 4 jours, soit en moins de temps, ce qui est fait dans le privé. Débrouillez-vous. À vous de faire. Et ça augmente le contrôle interne dont vous parliez tout à l'heure.